Les Russes bénéficient d'un afflux de combattants étrangers. Je fais 5 ans à l'armée colombie, 7 ans à la Légion. Charles, on réalise cette interview pour rebondir à une actualité qui a fait couler pas mal d'encre ces derniers jours, à savoir l'arrestation de 2 soldats chinois sur le front ukrainien. C'est une première. Volodymyr Zelensky affirme qu'il combattait pour Moscou et il demande des explications immédiates à Pékin. Charles, tu as réalisé de nombreux reportages sur ce front ukrainien et effectivement, nous avons constaté la présence de soldats chinois sur le front. Oui, d'ailleurs, je pense que pour Volodymyr Zelensky, ce n'est pas vraiment une surprise puisque les renseignements militaires ukrainiens savent très bien ce qui se passe côté russe et que effectivement les Russes bénéficient d'un afflux de combattants étrangers. On va y revenir. Donc je pense qu'il feint la surprise, mais il était, entre guillemets, il était déjà au courant. Là, effectivement, il se sert de cette communication sur ces 2 prisonniers chinois pour exercer une sorte de pression politique, de pression diplomatique sur la Chine, ce qui, connaissant les Chinois, à mon avis, a peu de chances d'avoir un réel impact, puisque même si effectivement ces 2 prisonniers sont chinois, ce qu'il faudrait d'ailleurs vérifier, puisqu'il y a beaucoup de combattants asiatiques côté russe, des Asiatiques d'ailleurs qui sont de nationalité russe. On a beaucoup parlé des Bouriates. Il y a aussi toute une population russe qui est issue de l'immigration coréenne du 19e siècle. Il y a effectivement aussi ces Nord-Coréens. Et puis il y a des combattants aussi d'Asie centrale qui peuvent aussi, je dirais, faire penser à des Chinois. Il y a par exemple des Ouzbeks. Et puis effectivement, il y a ces fameux Chinois qui sont une réalité sur le champ de bataille et on va pouvoir en parler. Comment expliquer cette présence de Chinois sur ce champ de bataille ? Alors déjà, rappelons que la Chine est un des soutiens de la Russie. Sans le soutien chinois, sans le soutien économique, sans le soutien financier, sans le soutien technologique des Chinois, il serait beaucoup plus difficile aux Russes de faire cette guerre. Les Chinois qui n'ont jamais fait étalage de leur soutien à Moscou ont, dans la pratique et en toute discrétion, contribué au soutien de l'économie russe, du monde civil russe. Il y a par exemple un afflux de voitures chinoises sur le marché automobile russe, puisque les grandes marques occidentales sont parties de Russie. Les Chinois ont comblé ce manque, mais ils sont intervenus sur tout un tas d'aspects, notamment aussi pour permettre aux exportations russes de pétrole et de gaz de pouvoir s'effectuer. Il y a beaucoup de ventes sur des matières premières qui s'effectuent aujourd'hui via la Chine. Les Chinois aussi achètent beaucoup plus de gaz et de pétrole aux Russes. Ce qu'on savait moins, c'est qu'effectivement, il y avait des combattants chinois sur le sol russe. En matière militaire, les Chinois sont un fournisseur important de cartes à puce et de tout un tas de technologies dont les Russes ont besoin pour mener cette guerre. Mais là, il y a un capital humain qui est mis à la disposition de la Russie. Et là, il y a une question à se poser, c'est est-ce que c'est une volonté du gouvernement chinois, est-ce qu'il y a un accord sur le sujet, ou est-ce que ce sont des initiatives individuelles, comme il peut y en avoir d'autres pays. Les soldats chinois que nous, on a rencontrés sur le front, visiblement, leur présence relevait davantage d'une volonté personnelle de venir. Oui, autant on peut dire qu'il y a un accord passé entre les Nord-Coréens et les Russes pour la fourniture d'armement et l'envoi d'hommes, qui sont assez nombreux. On a parlé jusqu'à 10 000 hommes dans la région de Koursk. Autant côté chinois, on a croisé quand même pas mal de Chinois que ce soit à Koursk ou dans le Donbass, plus au sud. Et les Chinois qu'on a rencontrés, qui nous ont parlé de manière tout à fait libre, comme les autres, ont plutôt paru être des engagés volontaires côté russe, à la fois
pour des raisons idéologiques et aussi pour des raisons purement matérielles et pécuniaires. Quel rôle jouent ces combattants qu'on a rencontrés, nous, et plus globalement les soldats chinois sur le front? Est-ce qu'ils sont dédiés à une fonction particulière ou est-ce qu'ils peuvent être autant fantassins que s'occuper de drones, par exemple? Alors je dirais qu'il y a deux profils en gros. Il y a un profil de spécialistes, des gens qui ont été ingénieurs, qui ont été techniciens dans le civil. On en a rencontré par exemple dans le domaine des drones, où là, pour l'assemblage ou la réparation de drones, il faut connaître la technologie, il faut avoir une expérience dans le domaine, ça aide. Et puis il faut avoir des connaissances que seul un très bon ingénieur ou un technicien peut avoir. Et là, effectivement, on en a vu. Donc il y a beaucoup je pense, de spécialistes. Et puis il y a aussi du fantassin de base, j'allais dire. Là, on en a vu aussi beaucoup lors de notre passage au mois de mars à Donetsk. Il y avait sur le polygone de tir, à côté des volontaires russes, un certain nombre de volontaires chinois. Je dirais d'ailleurs que sur un effectif de 50 personnes, je pense qu'il y avait une bonne dizaine de Chinois et qui là n'étaient pas forcément des spécialistes, n'avaient pas forcément d'ailleurs de passage très prolongé dans l'armée chinoise, mais étaient là pour remplir les fonctions d'un fantassin de base dans une tranchée ou dans un groupe d'assaut sur la première ligne. D'ailleurs, ce qui était intéressant, Charles, c'était d'essayer de comprendre la manière dont ces soldats chinois communiquaient avec le reste des effectifs. Et dans ces effectifs, il y a bien évidemment des Russes, mais pas seulement. Regardez. Маленькие дети, ребенок. Маленький. Вот, смотри. Один. Одного можно только. Два. Подожди. О, видишь, по-русски говорит. О, сейчас он переводчик. Переводчик, подожди. В Китае по закону можно иметь только одного ребенка. Ну, Говори. Говори. 以前中国是只能有一个孩子，现在可以拥有2个孩子。 Est-ce que tu peux nous commenter ces images, Charles? Oui, là c'est le départ pour un polygone de tir et dans la petite camionnette dans laquelle tu te trouves, il y a un peu pas toutes les nationalités, mais il y a des Russes, il y a aussi des Colombiens et des Chinois. Et en général, quand on intègre une unité comme ça d'infanterie ou d'artillerie d'ailleurs, peu importe, il y a des relations qui se créent assez facilement. Les gens, je dirais, ont la nécessité et l'envie de créer un esprit de camaraderie. Et donc il y a une communication qui se fait assez vite et assez simplement. Sauf que là, les gens ne sont pas russes et les deux personnes qu'on voit échanger, eh bien, il y a un Chinois et un Colombien. Les deux, évidemment, ne maîtrisent pas l'anglais suffisamment pour pouvoir se parler. Et donc, c'est le retour du système D avec un peu de technologie. C'est-à-dire qu'ils sortent le téléphone portable, ils mettent Google Translate et ils échangent comme ça leurs premières phrases. Et ça fonctionne assez bien puisqu'on les revoit après. Sans se comprendre à l'oral, ils sont devenus copains. Comment, selon toi, les pays occidentaux perçoivent-ils cette collaboration en termes d'effectifs humains entre Pékin et Moscou? Pour le moment, il n'y a pas eu tellement de réactions, c'est-à-dire que la déclaration de Volodymyr Zelensky n'a pas fait réagir ni en Chine, évidemment, parce que ce n'est pas le genre des Chinois de réagir à des micro-détails de la guerre. Et je pense qu'objectivement, il n'y a pas d'accord, en tout cas publiquement, il n'y a pas d'accord pour que Pékin envoie des masses de soldats combattre au sein de l'armée russe. Donc côté chinois, il n'y a eu aucune réaction. Côté européen non plus. La seule chose qui a fait réagir les Européens un peu dans l'actualité récente de cette guerre, c'est l'envoi des contingents nord-coréens. Puisque la Corée du Nord, contrairement à la Chine, est un pays paria, qui est sanctionné, qui est ostracisé, dont le dirigeant est vraiment un dur à cuire. Donc là, ça a fait réagir, ça a fait bondir
notamment parce que ces Nord-Coréens ont été engagés vraiment en première ligne contre l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Récemment, j'en ai aussi entendu parler, puisque apparemment les Nord-Coréens ont été envoyés là non plus sur le sol russe à Koursk, mais dans la région du Donbass, donc dans ces territoires anciennement ukrainiens qui ont été pris par l'armée russe. Côté chinois, ça n'a pas tellement fait réagir. Et puis il faut dire aussi que réagir face à la Corée du Nord, pointer la Corée du Nord du doigt, c'est facile, puisque le pays économiquement politiquement n'est pas très puissant. La seule chose qui crée de l'inquiétude ou de la peur, c'est qu'il possède l'arme atomique et un certain nombre de vecteurs de missiles à moyenne ou longue portée. Mais pointer du doigt la Chine, effectivement, pour 2 prisonniers chinois, je pense que côté européen, parfois le ridicule s'invite dans les déclarations, souvent même. Mais là, critiquer la Chine pour ça, c'est dérisoire, et je pense que ça n'a pas été, on ne va pas prendre le risque de se fâcher avec la Chine ou de faire des remontrances aux Chinois pour 2 pauvres prisonniers capturés par l'armée ukrainienne. Ça n'en vaut pas la peine. Tu l'as dit, Charles, sur le front russe, on a remarqué la présence de nombreux soldats avec de nombreuses nationalités, et notamment cet ancien légionnaire français. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, sur ce front russe, ce qu'il faut comprendre, la réalité qu'on essaie de relater à nos abonnés via nos reportages, c'est que au moins un tiers des troupes, des effectifs engagés, voire même la moitié, côté russe, ce sont des volontaires. Alors des volontaires qui viennent de Russie, vous avez d'anciens prisonniers qui essaient d'échapper à leur peine de prison et de retrouver la liberté en échange de leur participation au combat et du peu de chance, il faut bien le dire, qu'ils ont d'en revenir vivants. Et puis il y a un certain nombre de volontaires étrangers, il y a beaucoup de nationalités. Dans les gens qu'on a vus, on vient de le dire, il y a des Chinois, des Colombiens, des Sri Lankais, des Indiens, des Népalais. Enfin, il y a beaucoup de nationalités, mais il y a aussi des Français. Et le cas dont tu parles, c'est le cas de ces légionnaires. En fait, ce sont d'anciens militaires qui ont en général récemment arrêté leur contrat, étaient en fin de contrat avec la Légion étrangère, et après une pause plus ou moins longue, ont décidé de rejoindre les rangs de l'armée russe, mais pas seulement, parce qu'on trouve aussi des anciens légionnaires côté ukrainien. Mais c'est vrai que côté russe, côté ukrainien, c'était déjà documenté, et puis il y a eu pas mal de reportages, de vidéos avec d'anciens légionnaires. Côté russe, c'était un bruit de couloir, mais ça n'avait jamais été vraiment documenté, en tout cas récemment. C'est ce qu'on a fait pour Omerta. On l'a fait une première fois avec cet ancien légionnaire du 2e régiment étranger de parachutistes, Maximo, qui est de nationalité colombienne, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il a obtenu le passeport français. Normalement, au bout de 5 ans à la Légion, on peut effectivement obtenir la nationalité, une nouvelle identité. On ne sait pas s'il l'a réellement fait ou pas. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il a fait 7 ans à la Légion étrangère, qu'il a acquis des compétences un peu exceptionnelles, puisque le 2e REP, c'est le régiment d'élite de la Légion étrangère, c'est un des régiments d'élite de l'armée de terre française, et que, ayant atteint le grade de caporal-chef, son contrat s'est arrêté, il n'a pas souhaité visiblement le prolonger, mais que par contre, après une pause de 6 mois en Colombie, il a décidé de rejoindre les rangs de l'armée russe. Et d'ailleurs, les raisons qui le motivent, elles lui sont très personnelles. Écoutez. Ça me sauve le cœur pour venir. Je suis l'écouter plus fort. Voilà, parce que pour moi c'était facilité beaucoup parce que moi j'ai beaucoup d'expérience. J'ai fait 5 ans à l'armée Colombie, 7 ans à la Légion. Ça veut dire que c'est 12 ans que j'étais en total dans les armées. Charles, tu l'as dit, des légionnaires français, des anciens légionnaires français du côté russe, on en a vu. Des anciens légionnaires du côté ukrainien, on en a vu. Ces légionnaires étaient frères au sein de la Légion étrangère. Ils se retrouvent aujourd'hui ennemis, face à face. Comment est-ce que tu analyses la situation ? Ils étaient frères d'âme au sein de la Légion, ils étaient camarades, mais après, au sein de la Légion étrangère, il y a aussi avec ce conflit russo-ukrainien, comme à l'époque d'ailleurs avec le conflit en ex-Yougoslavie, il y a des tensions qui se créent
entre, je dirais, légionnaires selon leur pays d'origine. Il y a évidemment beaucoup de légionnaires d'origine ukrainienne, il y a beaucoup de légionnaires d'origine russe. Ça crée des tensions au sein des régiments de la Légion étrangère qui essaient de gérer le plus correctement possible le commandement, leurs officiers, mais évidemment qu'il y a des conflits. Cette guerre russo-ukrainienne, elle ne laisse pas indifférent et en général, dans les milieux un peu militaires, les gens ont une opinion. Soit ils sont pro-ukrainiens, soit ils sont pro-russes. Comment dire, il y a une prise de parti qui est plus importante, je pense, dans la sphère un peu militaire que dans la sphère purement civile qui s'intéresse moins à ce conflit. Donc lui, ce légionnaire, il a choisi le camp de la Russie, par idéologie, parce que... et d'ailleurs, ce n'est pas le seul Colombien. En fait, on a vu beaucoup de Colombiens, la plupart n'étaient pas anciens légionnaires, mais il y a beaucoup de Colombiens qui s'engagent dans cette guerre. On en a vu côté ukrainien, ça a été documenté. Côté russe, il y en a beaucoup qui s'engagent par soutien à Vladimir Poutine, parce que c'est l'image de la Russie. La Russie a une bonne image en Amérique du Sud. Et puis l'autre aspect aussi, c'est l'aspect aventure. Pour un légionnaire qui a fait 7 ans de Légion, le retour à la maison en général n'est pas forcément évident quand on a passé sa vie des années à bourlinguer, à prendre l'avion, à être sur différents théâtres d'opération. Effectivement, et puis un biais économique aussi. L'adrénaline et l'aventure jouent un rôle majeur dans la décision. Et comme tu le dis, la paye aussi est un élément très important. Les volontaires côté russe sont bien payés. Pour le salaire de base, c'est 220 000 roubles, ce qui fait à peu près 2200 €. Je dis entre guillemets logé, nourri, blanchi, même si souvent c'est dans les tranchées, donc c'est pas des conditions forcément, c'est pas le Club Med. Mais pour des volontaires comme ça, la paye peut aller même jusqu'à 3 000, 3 500 €. Donc c'est non négligeable pour des gens qui sont rendus à la vie civile dans des sociétés où le salaire moyen est à 500 €, eh bien, il n'y aurait pas forcément les mêmes perspectives de carrière, quoi. Charles, tu dis volontaire, d'autres diraient mercenaire. Quelle différence? Alors, quand on dit volontaire, en fait, on reprend le terme utilisé par l'armée russe. Il y a ce fameux corps des volontaires qui regroupe des personnes qui ne sont pas militaires, qui viennent du civil, qu'ils soient russes ou étrangers, qui ont intégré cette structure qui a repris le flambeau de la société militaire privée Wagner. Il y a une différence dans l'engagement de ces étrangers au service de la Russie, c'est que contrairement aux mercenaires, ce n'est pas seulement un intérêt pécunier qui guide leur engagement, il y a aussi, comment dirais-je, un aspect idéologique, un choix idéologique qui est clair. La plupart puisque les payes ne sont pas mirobolantes non plus, la plupart ont aussi décidé de soutenir Vladimir Poutine, de soutenir l'armée russe et soutiennent idéologiquement le combat de la Russie sur la scène internationale, son positionnement par rapport contre le monde occidental. Cet aspect idéologique, il fait aussi partie intégrante des motivations de leur engagement. Charles, ce documentaire dont on vient de voir 2 extraits, il est déjà disponible sur l'application Omerta. Ce documentaire, comme tous les documentaires qui traitent de l'Ukraine, de la Russie, mais pas seulement, il est disponible effectivement sur l'application Omerta. Il y en aura d'autres, mais je conseille particulièrement les 2 derniers documentaires qui concernent le conflit russo-ukrainien, en plus de ton très bon documentaire concernant la Syrie. On a 2 documentaires vraiment de très grande qualité. Un qui concerne une unité de dronistes d'ailleurs franco-russe, baptisée Normandie-Yémen. Et le deuxième, c'est celui qui vient de sortir sur l'application et qui est consacré au front de Bakhmout et de Tchassivyar au sein d'une unité d'assaut russe. Merci beaucoup Charles. Bah oui, vous êtes nombreux à nous demander comment est-ce qu'on peut soutenir, comment est-ce que vous pouvez soutenir Omerta. Eh bien, vous avez la réponse. Abonnez-vous à notre application mobile. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas. Et puis, merci et à très vite, Charles. Merci beaucoup. À bientôt.